Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9/3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Harry ne peut pas y échapper, il doit affronter Voldemort. Après avoir vécu son retour en direct, le Seigneur des Ténèbres ne laisse pas le choix à Harry. Il va le combattre en duel et le tuer enfin devant tous ses mange-morts. À moins que les choses ne se passent pas comme prévu pour notre cher Voldy. Et spoiler alerte, Voldemort va encore avoir du fil à retordre avec notre petit Harry qui ne va rien lâcher et qui surtout va recevoir l'aide d'êtres chers qui reviendront parmi nous le temps d'un instant. Pour revivre ce chapitre crucial avec nous, on est accompagné d'une nouvelle auditrice en la présence de Raphaël. Salut Raphaël, comment ça va ? Écoutez, très contente d'être ici. Merci pour l'invitation. Ah non, mais merci de l'avoir accepté. Surtout un dimanche matin. Eh oui, c'est notre nouveau rituel. Et on est à l'heure aujourd'hui. On peut s'applaudir. Ouais, Bravo. Les gens Et pas de problème technique pour le moment. Non. Les invités des précédents épisodes sauront de quoi on parle. Les gens qui nous écoutent s'en fichent un peu de tout ça, mais voilà, sachez qu'on est content de nous là. Bah Raphaël, comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent ? Est-ce que tu peux expliquer quand est-ce que tu as découvert la saga Harry Potter ? Et puis, comme d'habitude, un peu, c'est quoi la place que ça a dans ta vie d'adulte aujourd'hui ? Alors, moi, c'est Raphaël, Potterhead depuis 32 ans maintenant. Ouh Et alors, en fait, j'ai découvert le podcast. Alors, d'abord, le podcast. Ah. Je me suis fait tous les épisodes il y a 2 ans de ça. Et c'était une période où j'étais pas bien parce que j'ai fait une grosse dépression. Et du coup, après, j'ai switché sur la fréquence 9/3/4. Attends, t'as pas fait une dépression à cause du podcast, j'espère. Non. Ça m'a mis en dépression, Non. Du coup, j'ai changé. Ça sur m'a mis en Fréquence dépression, du coup, j'ai changé. J'ai dit, il me saoule là, c'est trop. Je vous écoutais principalement la nuit, en fait, au lit. Et je me suis sifflé les épisodes. Je crois que non, j'ai tout fini. Parce que le podcast ne suffisait plus. Il fallait que j'aille sur la fréquence 9/3/4. Il m'en fallait encore. Donc, du coup, voilà. Et ça m'a bien sauvé des nuits d'insomnie. Ça m'a fait du bien. Et maintenant, aujourd'hui, je l'écoute pour le travail. Dans la voiture, c'est le petit rituel. Voilà. Et Harry Potter a une place assez importante dans ma vie. Alors moi, je les ai découverts d'abord. En fait, ma sœur lisait le premier tome. Je me souviens, elle était en CM2. On a 2 ans de différence. Je me disais, c'est pourri, parce que je trouvais que l'illustration folio, je me disais, mais en fait, ça ne veut rien dire, c'est quoi ce truc ? Quelle ne fut pas mon erreur, puisque après, j'ai découvert le film. Le premier, alors là, ça a été la fanitude absolue. Et puis, poster de la chambre et tout ça. Et aujourd'hui, des goodies que j'ai mis dans la bibliothèque. Voilà. Et écoute assidue du podcast, du coup. Est-ce que tu as découvert avec les livres ou... Enfin, du coup, ta porte d'entrée, c'était les livres ou les films ? Non, c'était les films. En fait, les 3 premiers, j'ai vu les 3 premiers et j'avais pas lu les livres. J'étais en primaire quand c'est sorti, quelque chose comme ça. Et en fait, le premier que j'ai lu, c'est le 4e. Okay. Qui est du coup mon préféré, en fait. Mon favori. Ça tombe bien. Oui. Ok. Non, mais c'est intéressant, surtout que du coup, si je fais un peu les calculs, t'es peut-être un peu plus âgé que nous, mais pas tant que ça, sans indiscrétion, t'as quel âge ? 32 ans. T'as 32 ans ? 32. Ah, donc parce que je pensais que vraiment tu disais, ça fait 32 ans que je suis Potterhead, donc parce que voilà, ça... 32 ans depuis la naissance, quoi. Je suis née avec un chapeau sur la tête. Ouais, on est d'un an de différence, quoi. Ouais. Ok. La même génération. Et est-ce que tu te souviens, du coup, vu que tu as commencé par le 4, ah oui, mais tu as découvert les films, donc tu connaissais déjà l'avant. Donc oui, d'accord. Oui. Parce que sinon, ça aurait été particulier que tu commences... Et du coup, pourquoi tu as commencé par le 4 et pas par le premier ? Parce qu'en fait, j'avais vu les films en premier... Et c'est vrai que je me suis pas plus... En fait, j'ai vraiment voulu commencer le livre 4 même avant ou en même temps que le film, en fait. J'avais pas envie de me faire spoiler. Okay. Mais par contre, j'ai
je les ai lus après, en fait, après avoir fini toute la saga. J'ai fait le premier, le deuxième et le troisième. Mais en fait, j'ai voulu suivre simplement la chronologie comme ça. Ok, oui. Ce qui est pas plus mal parce que je pense que ce tome 4, c'est peut-être le premier livre où vraiment va y avoir une distinction univers film, univers livre. Parce que, en fin de compte, les 3 premiers sont, même si tout n'est pas là dans les films, c'est quand même assez fidèle à la trame narrative de J.K. Rowling, alors que là, dans le 4, on commence à avoir des personnages qui n'existent que dans les livres, etc. Donc, quelque part, c'est assez malin, en fait, sans le savoir, parce que c'est là où, en lisant le 4, c'est là où on apprend plus de choses. Quand on relit le 1, 2 et 3 en ayant déjà vu les films, peut-être qu'on revit l'histoire qu'on connaît déjà avec quelques matières en plus, mais c'est vraiment dans le 4 que ça s'étoffe. Bah, c'est pour ça, parce que je voyais que c'était pas tellement différent par rapport au livre, donc je me disais, bon, à quoi bon les lire. Et du coup, c'est vrai que le 4 marque vraiment une différence, parce que déjà, le film, comme on le disait, il est clairement raccourci. Il y a vraiment des trucs, ça va très très vite, en fait, finalement. C'est Harry Potter sous coke. Ah, mais c'est ça, c'est genre la première tâche est finie, que la deuxième tâche est... Tu fais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est un petit peu ça, c'est vrai. Voilà, et des détails qui sont moins visibles. Donc, c'est vrai que j'ai moins apprécié le film. Je dirais plus qu'en termes de film, ce sera plus le 3e. Mais en termes de livre, c'est vrai que ça reste le 4. Ouais. Ok. Et est-ce que tu t'identifies à une maison de Poudlard en particulier? Alors, moi, je suis Serre d'Aigle. Ah! Dans Pottermore. Ouais, parce que les Gryffondors, il commençait à y en avoir un petit peu assez. Ah bon? Ouais, à chaque fois, on est en minorité. Majorité de Serre d'Aigle sur cet épisode, ça fait plaisir. Voilà. Je me suis d'ailleurs fait tacler à Nigloland, je m'en souviens, par le mec du roller coaster, là. Il m'a dit, parce que j'avais mon sweatshirt Gryffondor. Non, c'était le flume, c'était les bouées, enfin les... Ah ouais, enfin peu importe. Et du coup, il m'a dit Gryffondor, quelle originalité. C'était un pouf souffle, c'est pour ça. Ouais. C'était un fier pouf souffle. Coucou à toi si tu nous écoutes, opérateur du flume à Nigloland. Non, bah merci Raphaël, tu vas nous accompagner pendant tout cet épisode, et puis aussi, comme d'habitude, on fera un petit after show pour les abonnés Patreon, un petit contenu bonus où on va prolonger la discussion, cette fois un peu saison oblige. On va parler des morts dans Harry Potter, parce que dans ce chapitre 34, ça va être un after show hyper fun. Et c'est juste avant Halloween. Eh oui, on est à la période de la Toussaint, et puis là évidemment on va vivre le retour de Spectre dans ce chapitre du Priori Incantatum. Donc on va se poser la question de que nous disent les morts, qu'est-ce qu'ils nous racontent, est-ce que les morts peuvent vraiment revenir à la vie? Quelle est la signification de la mort dans Harry Potter? Et voilà, exactement. On avait fait un podcast à l'époque d'ailleurs, peut-être qu'on peut le mettre en bibliographie. En source. Le podcast en archive. Voilà. Est-ce que t'es comme les profs de fac qui s'auto-sourcent? Ouais, c'est ça, ouais. Comme dit Jérémy dans le podcast. Enfin voilà, ce sera pour les abonnés Patreon comme d'habitude. Et en attendant, on va retourner dans un lieu joyeux aussi, qui est le cimetière de Little Angleton, pour aider nous aussi le vaillant Harry à affronter son ennemi de toujours. Harry Potter et la coupe de feu. Chapitre 34. Priori Incantatum. Alors que Kudver s'approche de Harry et le libère de la pierre tombale, puis il lui rend sa baguette magique. Une fois libre, Harry pense à s'enfuir, mais il parvient à peine à se tenir debout à cause de sa jambe blessée, et le cercle des mange-morts se resserre autour de lui. Voldemort lui demande s'il a appris à se battre en duel. Le souvenir du club de duel en 2e année refait rapidement surface, mais le seul sortilège que Harry y avait appris était l'Expelliarmus. Mais ça lui serait d'aucune utilité contre Voldemort ce soir, parce que même s'il arrivait à le désarmer, une trentaine de mange-morts seraient là pour prendre la relève. Il allait devoir affronter ce contre quoi Folleuil les avait mis en garde toute cette année, les forces du mal et le sortilège de mort. Là, c'est vrai qu'on a déjà dit souvent à plusieurs reprises que Barty Junior, c'était un prof efficace pour la défense contre les forces du mal. Mais en fait, là, dans ce passage-là, je me suis dit, pas tant que ça, parce que là, on a quand même Harry à 14-15 ans, élève de Poudlard, qui sait pas du tout se défendre. Enfin, c'est quand même assez fou, alors que depuis la première année, ils ont un cours qui s'appelle la défense contre les forces du mal. Et là, vraiment, Harry, il est là en mode,
Mais en fait, je sais rien faire. Voilà, tout ce que j'ai appris au club de duel, c'est l'Expelliarmus. Est-ce qu'il n'y a pas un petit souci quand même? Alors qu'ils ont un cours qui s'appelle quand même se défendre contre les forces du mal. Harry, il est quand même en fin de 4e année et il se rend compte qu'il ne peut pas se défendre contre les forces du mal. Alors bon, certes, on parle de Voldemort, mais ne connaître que l'Expelliarmus, c'est un petit peu limite, non? Oui, c'est vrai. Ouais, surtout que ce décalage, il est un peu bizarre parce que Barty Croughton Junior, il leur apprend tous les sorts impardonnables. Ah, par contre, se défendre, là, il apprend l'attaque, quoi. c'est un peu ça. Et puis, ouais, en fait, on se rend compte que même avec Lupin, on dit, mais en fait, ils ont fait que de la théorie. Enfin, c'est pas possible. Il faudrait qu'ils apprennent quelques trucs pour au moins bloquer, en fait, les mauvais sorts, ouais. Bah, avec Lupin, je sais pas si c'était vraiment de la théorie, parce que il les met en pratique, mais ça reste... c'est se défendre contre des choses assez pas inoffensives, mais qui sont adaptées à des ados de 13 ans, peut-être 12-13 ans dans la vie réelle. Et puis, je crois que Lupin leur enseigne beaucoup de créatures magiques aussi, à se défendre contre des créatures. Alors que là, Barty Croughton Junior, sous la forme de Maugrey Folleuil, c'est en mode les forces du mal sont autour de vous, il faut vous apprendre à vous défendre. Mais en fait, on a dit que c'était un bon prof, mais on voit quand même les limites, parce que là, on va le voir plus tard, il aura aidé Harry à se protéger contre l'Impero, pardon, mais véritablement à se défendre. Barty Junior, il leur a pas appris à faire ça finalement. Enfin là, on le voit, quoi. Donc, ouais. En même temps, c'était pas dans son intérêt de leur apprendre à se défendre contre les forces du mal. Il a pris plus plaisir à les torturer qu'autre chose. Les forces du mal, vraiment. On va faire la démonstration des forces du mal. Ouais. Et puis, je sais pas, quelque part, peut-être que J.K. Rowling, dans le 3, elle a un peu intégré les créatures magiques, peut-être pour se préparer aux tâches. Oui. Ouais. Mais ouais, c'est à se demander, est-ce que ce cours de défense contre les forces du mal porte bien son nom, en fait. Peut-être que ça devrait être un cours, je sais pas, initiation à la défense ou un truc. Je sais pas, mais il y a un truc bizarre. C'est vrai que quand on lit ce passage, j'étais là en mode, mais Harry, fin de 4e année, c'est chaud quand même qu'il se dise, je connais rien. Mais après, ça reste des ados. Mais après, même quand il connaît plus de trucs, il reste sur l'Expelliarmus. Oui, par contre, ça restera. C'est clair. D'ailleurs, c'est marrant de voir le duel qui aura lieu dans ce chapitre. C'est un copier-coller plus tard de ce que sera le duel à la fin des Reliques de la Mort. Enfin, vraiment, dans la conclusion de ce duel, il se passera exactement la même chose. Les deux mêmes sortilèges seront lancés. C'est intéressant. Voldemort informe à Harry qu'ils doivent se saluer comme la tradition l'oblige, en précisant que Dumbledore ne voudrait sûrement pas que Harry fasse preuve d'une mauvaise éducation sur ce point. Ce qui fait rire le cercle des mange-morts, mais Harry, lui, n'a aucune intention de laisser Voldemort jouer avec lui avant qu'il le tue. Le Seigneur des Ténèbres le remarque et il lève sa baguette magique pour que Harry s'incline de force devant la mort. Alors c'est comme si une main immense le force à se pencher en avant. En fait, il est contraint, Harry, il n'a pas le choix. C'est là qu'on voit quand même le côté sadique de Voldemort. C'est-à-dire qu'il aime pas seulement tuer, mais il aime se donner en spectacle devant ses mange-morts. Là, hein. Jouer comme un chat avec sa souris. Ouais, c'est un peu ça, c'est l'image. Hein. Il le torture, en fait. Oui, carrément, ouais. Et le truc de la main, là, c'est vraiment, j'ai le contrôle, quoi. Je veux manipuler la proie. Et je crois qu'il y avait une comparaison à la main de queue de verre, enfin, un peu comme qui avait donné la main qui... Oui. Et je crois que ça se matérialise dans les airs, même la main, en fait, dans le livre. Ah ouais. Il me semble. Mais ouais, c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit effectivement, Voldemort est intraitable, c'est-à-dire que pour lui, la vie des autres n'a aucun poids, en fait. Enfin, il s'en fiche, c'est-à-dire que tuer les autres, il s'en fiche, il est omnibulé par sa propre mort à lui, qu'il veut éviter à tout prix, mais la vie des autres, voilà, ça n'a aucune valeur à ses yeux. Mais c'est pas que ça, on voit quand même qu'il aime torturer aussi. Enfin, il y a un côté vraiment sadique, comme je disais, quoi. Ouais, c'est en quelque sorte un contrôle sur la mort, en fait. Ouais. Du coup. Ah ouais, je pense qu'il aime avoir les pleins pouvoirs. Il aime. Ouais, complètement. Tu vas survivre ou tu vas mourir ce soir si je le décide. Enfin, il y a vraiment un truc comme ça de méchant sadique, quoi. Voldemort demande désormais à Harry de se redresser et de l'affronter droit et fier comme un homme, en somme, comme son père est mort. Mais avant même que Harry ait pu se redresser,
le sortilège de Landoloris le frappe à nouveau d'une douleur si intense qu'elle le fait hurler au sol. J'ai noté le petit instant viriliste de Voldemort là qui dit Harry de se battre comme un homme en citant James. C'est intéressant, j'avais oublié ce détail, genre bats-toi comme un homme. Et ce truc-là, je me suis dit, parce qu'on s'était posé la question au chapitre précédent, et ça a fait pas mal réagir, ou c'était même le chapitre encore d'avant, pourquoi avoir choisi les ossements de son père et pas ceux de sa mère, même si sa mère n'a pas de tombe à proprement parler, mais est-ce que l'idée lui a traversé l'esprit d'essayer de retrouver les ossements de sa mère plutôt que ceux de son père? On s'était posé cette question, et là, peut-être il y a un truc qu'on n'a pas évoqué dans ce débat, mais c'est peut-être le côté un peu aussi viriliste de Voldemort, c'est-à-dire que il a l'air de donner de l'importance au fait d'être droit et fier comme un homme. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un peu une petite misogynie comme ça de la part de Voldemort, où prendre les ossements de son père, ça a plus de force que prendre les ossements de sa mère, par exemple? Après, vu la liste de peu de tolérance dont il fait preuve Voldemort, ça serait la misogynie, c'est un truc parmi tant d'autres. Je sais pas si misogynie c'est le mot, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas il y a un accent viriliste là. Droit et fier comme un homme, c'est-à-dire comme si une femme pouvait pas être droite et fière. En même temps, c'est l'expression de base qui... Oui, c'est vraiment parce qu'il cite son père, tu vois. Mais dans l'expression, c'est pas homme avec un H majuscule, c'est vraiment comme un homme masculin. Ouais, quoi. Ouais, c'est ça. Ce qui est assez ironique aussi, parce que, alors certes, James est mort en héros, comme droit et fier, quelque part, mais c'est pas grâce à James que Harry a survécu, c'est grâce au sacrifice de Lily. Donc c'est là où on voit où Voldemort, il a l'air de retenir beaucoup plus le côté droit et fier de James que finalement le sacrifice de Lily, qui en fait est la raison pour laquelle Harry a survécu, quoi. Mais ça, il l'a pas compris. Bah, si, parce qu'il en parle dans le chapitre précédent. Il sait que c'est grâce au sacrifice de Lily, l'amour et tout machin. Mais pour lui, l'amour, c'est une preuve de faiblesse, tu vois, voilà. même si ça va le mener à sa perte. En fait, c'est une forme de magie qu'il a réussi à combattre ce soir en revenant à la vie de toute façon. Donc en fait, ce qu'elle a fait, ça servait à rien, elle est juste morte, quoi. Oui, et puis quelque part, je vais aller loin, mais peut-être c'est pour transformer un peu le côté son père moldu en sorcier véritable à travers Voldemort, enfin à travers son fils, puisque c'est vrai que ses origines, il en a honte, Voldemort, et c'est quand même assez marrant parce que il est pas du tout de sang pur, Voldemort, en fait. Il a un père qui est moldu, Oui. donc je pense qu'il y a un côté, je prends mes origines moldues pour les transformer sur moi-même en ma version sorcier, en fait. Ouais, c'est ça. Peut-être une sorte de reniement d'origine. Et c'est quand même marrant parce qu'il prône ça, le sang pur, mais il l'est pas du tout, quoi. C'est un peu... Ah, puis j'y vois une forme de violence aussi, en mode mon moldu de père, il me sert à rien. C'est pour ça que je l'ai tué, j'en ai honte. Mais au moins, il me sera utile pour une chose, pour revenir à la vie, tu vois. Il y a un côté, je vais souiller son corps en plus de l'avoir tué. Enfin, un truc très dark. Alors que même si on peut avoir que des théories sur le rapport qu'il a avec sa mère défunte, je me demande si c'est un geste qu'il ferait sur les ossements de sa mère, s'il pouvait mettre la main dessus. Est-ce que vraiment il souillerait le corps de sa mère? Parce que malgré tout, c'était une sorcière. Puis il y a un côté aussi de tuer le père, hein, évidemment. Hein. C'est-à-dire qu'il tue le père une deuxième fois ici. Et justement, son père n'est pas un sorcier droit et fier, donc lui, il le sera à sa place quelque part en souillant son corps. Enfin, il y a un truc hyper dark, quoi. On est dans la magie noire, ça y est, on y est. Bienvenue dans Harry Potter. C'est vrai qu'on n'est plus dans le Poudlard qui chante des chants de Noël. Ici, on bascule dans une noirceur qu'on n'avait jamais vue avant. Hein. Alors la douleur cesse enfin et Harry parvient péniblement à se relever, tremblant de tous ses membres. Il perd l'équilibre, mais il est ramené au centre de la fosse par les mange-morts qui le poussent en direction de leur maître. Harry prend peu à peu conscience d'une chose, il ne peut pas échapper à la mort. Alors s'il doit mourir, il le fera dignement, sans obéir ni supplier Voldemort. On voit déjà ici la détermination de Harry quand même d'accepter la mort. En fait, même à 15 ans, là, il est prêt à accepter la mort. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver plus tard dans son ultime sacrifice à la fin du tome 7. C'est comme ça qu'il arrivera à vaincre Voldemort. En fin de compte, c'est, ce pouvoir du sacrifice, il l'a déjà, en fait. Il l'a déjà en lui. C'est assez percutant. Voldemort, insatisfait de voir Harry sans réaction, lui lance un impéro. Cette fois, le sortilège apaise Harry, comme si son esprit flottait. Et une petite voix lui demande de répondre que non, il ne veut pas recevoir à nouveau le sortilège de Landoloris. Mais comme pendant les cours de Maugré, Harry combat cette pensée et il se met à crier qu'il ne répondra rien du tout. La sensation de rêve s'estompe soudainement.
Les mots se répercutent en écho dans tout le cimetière. Harry a crié pour de vrai en combattant l'Impero. Voldemort, qui reste très calme, lui demande s'il en est sûr. Est-ce qu'il veut encore une dose de douleur, c'est ça que ça veut dire? Puis il lève à nouveau sa baguette, mais cette fois Harry est prêt et il roule derrière la pierre tombale où s'écrase l'Andoloris manqué de Voldemort. Ce dernier fait rire ses mange-morts en disant d'une voix glacée qu'ils ne sont pas là pour jouer à cache-cache. S'il en a assez de ce duel, alors qu'il se rende maintenant pour mourir. Avec un peu de chance, il ne souffrira peut-être même pas, mais sans aucune garantie néanmoins. Après tout, lui, Voldemort, n'est jamais mort. Harry, accroupi derrière la pierre tombale, sait que c'est la fin. Il entend Voldemort s'approcher et il sent la fin arriver, tout simplement. Mais encore une fois, il se dit qu'il ne mourra pas comme ça à genoux, mais en se défendant coûte que coûte, même si c'est sans espoir. Là, j'ai pas noté, mais Harry, je crois, il a cette même pensée de Voldemort en mode « je vais faire comme mon père ». Finalement, il l'a un petit peu motivé aussi dans ce sens-là. Alors, avant que Voldemort parvienne jusqu'à lui, il se lève rapidement en serrant sa baguette magique, puis il surgit de derrière sa cachette. Se retrouvant face à face, Harry lance un Expelliarmus au même moment où Voldemort crie « Avada Kedavra ». C'est là où on disait il se passera exactement la même chose à la fin du tome 7. C'est vraiment les deux mêmes sorts qui se répercuteront. La lumière verte qui sort de la baguette de Voldemort vient percuter la lumière rouge qui sort de celle de Harry. À ce moment, Harry sent sa baguette vibrer comme si elle était traversée d'un courant électrique et sa main est complètement collée au manche. Un faisceau lumineux relie désormais les deux baguettes entre elles, ni rouge ni bleu, mais d'une intense couleur or. Harry, médusé par ce spectacle, remarque que la baguette de Voldemort vibre tout autant que la sienne. Tous deux sont reliés par leurs baguettes, comme piégés par cet étroit fil de lumière magique. Ça m'a fait penser, on a parlé des similitudes récemment entre les sagas Harry Potter et Star Wars dans un after show avec notre Pat Wilfried. Et là, l'affrontement des couleurs, ça m'a fait penser aussi à Star Wars. C'est vraiment le vert contre le rouge, en comparaison avec la couleur des sabres laser. Évidemment. Alors, je crois qu'on n'a pas évoqué ça, il me semble, pendant l'after show, mais non, il me semble pas. On aurait pu le citer, même si, alors je suis pas un expert de Star Wars, mais je crois que c'est l'inverse. C'est intéressant dans Star Wars parce que il me semble que la couleur le sabre laser de Luke Skywalker, il est vert. Donc en gros, c'est la couleur un peu de Jedi, c'est la couleur. Le vert, c'est la couleur du bien. Et c'est la couleur de l'espoir. La couleur de l'espoir, ouais. Et Dark Vador, son sabre laser, il est rouge, quoi. Si je me trompe pas. Donc c'est marrant, on a l'affrontement des mêmes couleurs mais inversées, c'est-à-dire que le bien et le mal sont inversés dans Star Wars. On aurait dû poser la question à Wilfried. Est-ce qu'il avait une explication, un consultant? Soudainement, Harry sent ses pieds décoller du sol. Voldemort et lui s'élèvent dans les airs, toujours reliés par leur baguette magique, avant d'atterrir sur un carré d'herbe un peu plus loin. Les mange-morts qui n'encerclent plus les deux protagonistes du duel commencent à paniquer en demandant à Voldemort ce qu'ils doivent faire. Le faisceau lumineux se met alors à se fractionner jusqu'à enfermer Harry et Voldemort sous un dôme doré. Voldemort crie à ses serviteurs de ne rien faire, tandis qu'ils tentent par tous les moyens de rompre le lien. Donc là, on a le phénomène qui donne le nom à ce chapitre, le fameux Priori Incantatum. Petit point étymologique. Parce que c'est quand même bizarre un peu ce mot Priori Incantatum. Alors c'est du latin évidemment, mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non. Priorité, non. Ouais. Primaire. Ouais. L'incantation primaire. Ouais, c'est un petit peu ça. En gros, littéralement, ça veut dire le sortilège d'avant. Parce que faut pas se oublier que le Priori Incantatum, là, c'est un phénomène rare qui se passe parce que quand les deux baguettes jumelles s'affrontent, il se passe ce truc un peu bizarre là de connexion entre les deux baguettes. À ce moment du livre, on ne sait pas encore. Ouais, bah après, bon, c'est le titre du chapitre, donc on peut s'en douter. Mais on a déjà entendu parler du Priori Incantatum. C'est un sortilège qui permet de faire régurgiter à une baguette magique les sortilèges qui ont été lancés. Donc en fait, c'est le même nom en gros. Et on a ça par exemple quand Winky est retrouvé avec la baguette de Harry. On fait le Priori Incantatum là sur la baguette que tient Winky. Et là, on voit que la baguette a bien lancé la marque des ténèbres. Là, c'est une autre forme un peu plus rare où en fait, c'est deux baguettes jumelles qui s'affrontent et ça s'appelle le Priori Incantatum. En gros, priori en latin, même a priori, parce que c'est une expression a priori, ça signifie en partant de ce qui est avant. Voilà. Et incantatum, c'est un dérivé de incantare qui signifie chanter ou prononcer des formules magiques, ensorceler. Donc voilà, littéralement, c'est le sortilège d'avant, quoi. Voilà.
Alors, ça fait plus de sens quand on fait régurgiter les anciens sortilèges, enfin les sortilèges d'avant provoqués par une baguette magique, plutôt que là, ce phénomène-là. Ça n'a pas trop de sens étymologiquement, mais en tout cas, ça a le même nom. Voilà. C'est alors qu'Harry entend le chant du phénix, qui pour lui est plus qu'un simple chant d'espoir. C'est un lien avec Dumbledore. Ce dernier semble lui intimer de ne pas briser ce lien, mais Harry le sait déjà. Et comme un coup du sort, à ce moment-là, la baguette se met à vibrer si fort que cela rend la tâche difficile à Harry. Des perles apparaissent le long du fil d'or reliant les baguettes d'Harry et de Voldemort, glissant lentement vers la baguette d'Harry qui devient brûlante et plus vibrante que jamais. Harry a le pressentiment que ces perles ne doivent absolument pas toucher sa baguette. Alors, par la force de l'esprit, il tente d'inverser leur trajectoire. Cela semble fonctionner car les perles glissent doucement vers la baguette de Voldemort qui, à son tour, se met à vibrer dangereusement. Cette petite perle, dont Harry ne comprend pas encore l'importance... Pardon. Quoi que- Non, c'est la petite perle qui m'a fait rire. Pardon. Ok. Cette petite... On parle bien de perles, au sens propre. Pas, y a pas de... Pourquoi sont figurés, c'est quoi une perle je sais pas. Je suis peut-être ignorant, je sais pas. Ah bon Non. Non, vous expliquerez à Marina. Toi, Raphaël, tu sais ce que c'est? Je crois qu'on prend le son. Bah, C'est quoi? C'est genre lâcher une perle? Oui, oui. C'est quoi lâcher une perle? Attends, ça n'existe pas en Bourgogne. Lâcher une perle? Non, c'est quoi ça? Non, bah écoute, tu googleras. Hein. Bah non, je vais googler. Attends, on va couper au montage. Mais c'est quoi lâcher une perle? Qu'il a pété d'une C'est en certaine fait façon. Que le c'est P, une c'est- sorte de flatulence impromptue. Que le P s'est coulé sans éclat. A pété d'une certaine façon. Ouais, ça veut dire péter, quoi. Je connaissais pas du tout. Bah écoute, bah voilà, tu te coucheras moins bête ce soir. Ok, bah ok. T'es de quelle région, Raphaël? Moi, je suis Toulouse. De Toulouse. Bah, c'est dans toute la France, je pense. Bah mais oui, c'est je juste pense moi que- qui... Ouais. Ok, moi je connaissais pas. Bon. Je demanderai à tes parents, vous savez ce que ça veut dire pour voir. Cette petite perle, dont Harry ne comprend pas encore l'importance, semble terrifier Voldemort. Dans quelques instants, Harry va découvrir ce que signifie cette perle, comme moi aujourd'hui, lorsque celle-ci atteindra la baguette de son adversaire. À ce moment, un hurlement de douleur s'élève de la baguette de Voldemort. Une main fantomatique apparaît, suivie d'un nouveau cri. C'est le fantôme de Cédric Diggory qui émerge et, observant le lien entre les deux baguettes, encourage Harry à ne pas lâcher prise. Harry constate que Voldemort lui-même est aussi choqué que lui par ce qui se passe. Même les mange-morts poussent des cris de frayeur face à ce spectacle. Un autre cri de douleur surgit de la baguette. C'est maintenant un vieil homme qui apparaît. Harry le reconnaît. Il lui est apparu en rêve cet été. Le vieil homme a à peine le temps d'encourager Harry qu'un nouveau cri de douleur se fait entendre. Et cette fois, c'est Bertha Jorkins qui apparaît. Qui ça Bertha Jorkins. Jorkins. Les fantômes entourent Voldemort dans le dôme doré. Certains encourageant Harry, d'autres s'adressant à Voldemort sans qu'Harry puisse entendre leurs paroles. Je peux juste, maintenant que j'y pense, avant d'oublier, je me suis fait une petite réflexion à la relecture, mais plutôt vers le début de ta partie, quand on entend le chant du phénix. Il y a vraiment le mot phénix, hein, je crois. Hein. C'est-à-dire que c'est dit que c'est comme le chant du phénix qu'on a découvert dans le tome 2. Et en vrai, à ce moment-là, en tant que lecteur, on peut faire le rapprochement par rapport à Fumsec. C'est-à-dire qu'on peut déjà se dire, mais attends, ça se trouve, c'est le même chant. C'est le chant de Fumsec qu'on a entendu dans le 2. Et donc, du coup, ça voudrait dire que... Et de toute façon, Fumsec, il est pas cité. non, Fumsec n'est pas cité, non. C'est Dumbledore qui, après, va expliquer à Harry, vos baguettes sont jumelles, elles proviennent du même phénix, ce même phénix qui est dans mon bureau, Fumsec. Mais en vrai, le lecteur, il peut déjà faire la connexion ici, c'est intéressant. Oui, parce que c'est une sorte de... Comme les deux baguettes sont faites de la même matière, du coup, ça fait ressortir l'origine, en fait, de... oui, c'est le même matériau, donc peut-être que ça... En fait, c'est suggéré chant que du c'est phénix. Fumsec. Ouais. En fait, ouais, c'est ça, c'est Le plus beau suggéré, son qu'il ait jamais entendu. Il a eu l'impression que... non, c'est pas ça, pardon. C'était un son que Harry reconnut aussitôt, bien qu'il ne l'eût entendu qu'une seule fois dans sa vie, le chant du phénix. Voilà, il l'a entendu une seule fois dans la chambre des secrets, quand Fumsec est venu en aide. Et en fait, c'est le chant de Fumsec qu'il entend. Après, je crois
pas. Enfin, si, on sait que les baguettes sont jumelles. En gros, le lecteur, il a tous les éléments pour savoir déjà ce qui est en train de se jouer ici. Soudain, la mère d'Harry apparaît après un cri de douleur. Dès qu'il a vu Cédric, Harry s'est douté que ses parents allaient surgir. Elle lui confirme que son père va arriver et que tout ira bien. Juste après, la forme fantomatique de James Potter apparaît. D'une voix en écho, James conseille doucement à Harry de rompre le lien sans que Voldemort, paralysé de peur, ne l'entende. Il lui promet que les fantômes lui feront gagner du temps pour qu'il puisse rejoindre le porte au loin et retourner à Poudlard. Et Cédric a une demande. Qu'Harry ramène son corps à ses parents. J'ai une petite anecdote sur ce passage. Devinette, quelle est cette anecdote? Indice, ce passage avec l'arrivée des parents de Harry, n'a pas toujours été comme ça dans les livres. Pourquoi? Vous en avez jamais entendu parler? Moi, je l'ai découvert en préparant l'émission. Hein. Je ne savais pas. Ah oui. Ouais, c'est peut-être un autre indice. Je crois que ça ne nous concerne pas, nous, en tant que lecteurs français. Je ne crois pas. Non, je vois pas du tout. En fait, il y a eu une correction dans les premières éditions anglophones sûres. Françaises, je ne pense pas, mais à vérifier. Ce passage a été écrit d'une autre manière. À votre avis, qu'est-ce qui a pu se passer? Il y a eu une erreur, en fait, dans les premières éditions. Ah, c'était pas... non, je sais pas, c'était pas des parents qui s'interposaient physiquement devant la baguette, non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Je pensais qu'ils avaient fait passer les parents avant Cédric, mais non, c'est pas Alors, ouais, t'es sur la bonne piste, mais c'est pas avant Cédric. ça. Ok. Alors d'abord, il n'y avait pas la mère de Harry. Avant Bertha Jorkins, non? Non, c'est vraiment que James et Lily, en fait. Ah, au niveau de l'apparition d'un des deux? Ouais. Enfin, ils ont fait apparaître James avant Lily. Exactement. Alors que... Ok. Exactement. Ah, ok. Alors que, en fait, ça n'a pas de sens parce que là, on est bien dans un ordre chronologique. Et Oui. alors, c'est vraiment intéressant ce qui s'est passé. Je ne connaissais pas du tout cette anecdote. Donc, en fait, dans les premières éditions, c'était James qui faisait son apparition en premier avant Lily. Et en fait, c'est l'éditeur américain qui avait demandé à J.K. de corriger et de mettre dans cet ordre-là, donc James puis Lily. Comme cet éditeur, il était doué pour détecter des erreurs factuelles dans le texte, il en avait déjà détecté plusieurs et il avait fait corriger à J.K. Rowling. Et là, J.K., elle a expliqué que il y avait beaucoup de fatigue accumulée avec le stress de la deadline qu'approchait pour publier le livre. Et donc, du coup, elle a fait un peu aveuglement confiance à son éditeur américain en mode « Ah oui, t'as raison, je corrige ». Sauf que là, il avait faux, l'éditeur, et J.K. Rowling avait bien raison. C'est-à-dire que dans son script original, c'est écrit comme là. C'est-à-dire que c'est normal que ça soit d'abord Lily, puis James, parce que Lily est morte après. Et donc, ils se sont vite rendus compte que l'ordre était faux. Et du coup, l'erreur a été corrigée assez rapidement dans les éditions réimprimées. Alors, j'ai pas pu savoir vraiment dans quelles éditions exactement on pouvait trouver le passage où James apparaît en premier. Mais je pense que c'est des premières éditions imprimées, mais peut-être les éditions anglophones. Je pense pas qu'en français, parce qu'avec la traduction, je pense que le truc avait été corrigé avant que ça soit traduit. Mais voilà, c'est intéressant de le noter. Voilà. C'est pointu. Ouais. Ça doit être frustrant. Je pense que J.K. elle a dû être frustrée sur ce truc-là parce qu'elle avait raison dans son non-script. On lui a demandé de corriger. Elle a fait bon, ok, d'accord, oui, c'est vrai, je corrige. C'est là où on voit quand même le stress des auteurs des fois pour respecter les deadlines, hein, parce que je veux dire là c'est vraiment parce qu'elle manquait de clarté en gros, et en fin de compte c'est très vite rendu compte que c'était une erreur, et donc du coup ils ont dû corriger. Bon voilà, certains ont dans leur dans leur bibliothèque un livre où dans ce chapitre-là n'est pas tout à fait correct. Ce qui m'a marqué dans ce passage, c'est que est précisé que Voldemort a peur. Et ça, c'est rare de préciser que le mage noir se fait surprendre et a peur, en fait. Finalement, c'est une forme de magie qu'il a pas prévue, qu'il ne connaît pas et qu'il ne contrôle pas, en fait. Et je sais pas, ça m'a marqué le fait qu'il ait peur. Si Voldemort a peur, c'est que toi-même, tu dois avoir peur, peut-être. En fait, je pense qu'il revoit tout le mal qu'il a fait, en fait. Toutes les personnes... les unes après les autres, en fait, qui l'a tué et qui reviennent quelque part le hanter, et ça lui rappelle tout le mal qu'il a fait, en fait, le fait de revoir le visage de ses victimes. Alors, on sait pas vraiment ce qui se passe parce que on sait pas si les victimes, elles, je sais pas, elles l'insultent ou alors elle lui parle, etc.
Oui, ça serait bizarre de dire que Voldemort ait de la culpabilité. Je pense pas qu'il en ait. Je pense pas Mais non qu'il ait plus. peur comme ça, je pense que doit y avoir un truc avec les anciennes victimes. Enfin, je veux dire qu'il les revoit, mais du coup, peut-être que ça lui fait revivre les moments et peut-être qu'il revit soit la souffrance des victimes, soit que les victimes viennent en fait lui rappeler ce qu'il a fait et tout ça. Ouais, je sais pas, une sorte de purgatoire un peu chelou. Ouais, je suis d'accord. Et puis, je pense aussi que, en fait, il est terrifié parce qu'il comprend pas ce qui se passe aussi. C'est-à-dire que il avait son scénario en tête, ça allait être facile de tuer Harry. Il allait jouer un peu avec sa proie, comme on disait, le chat et la souris, là, et le torture un peu psychologique et puis physique avec l'Andoloris. Et puis, pouf, je le tue devant mes mange-morts, on fait ça. Et là, il se rend compte que encore une fois, il se passe un truc qu'il n'arrive pas à expliquer. Et je pense qu'il a peur de revivre ce qu'il a vécu en essayant de tuer Harry la première fois, en fait. Qu'est-ce qui est en train d'arriver. Et puis, je pense que Voldemort, il est dans le contrôle, il aime pas ne pas comprendre ce qui lui arrive. Et là, c'est le cas, quoi. Je trouve que tout ce passage est quand même assez bien adapté dans le film. C'est quand même très fidèle. Hein. On les voit pas léviter dans les airs, mais en même temps, en lisant le passage, quand ils lévitent dans les airs, je fais est-ce que c'est pas un petit peu too much qu'ils volent comme ça? Ouais, je sais pas, c'est la puissance du lien, tu sais, qui fait. Puis il y a un dôme dans le film ou pas? J'arrivais pas à m'en souvenir. Il y a un dôme. Ouais, c'est assez fidèle. C'est juste que là, en fait, la seule différence, c'est que en fait, il lévite dans les airs, mais juste pour se déplacer. Et j'ai l'impression que c'est se déplacer pour que il ne soit plus entouré des mange-morts, en gros. C'est-à-dire que ils se retrouvent plus que tous les deux, et puis ils se retrouvent sous ce dôme ensuite. Et puis le côté un peu de Voldemort qui est terrifié, je trouve qu'on c'est bien joué par Ralph Fiennes dans le film. Enfin, il y a, je sais pas, vraiment, je trouve ça très fidèle quand même dans tout ce chapitre. James donne le signal à Harry pour rompre le lien, sachant qu'il ne pourra pas tenir plus longtemps. Harry lève brusquement sa baguette, rompant ainsi le fil d'or et le chant du phénix qui résonnait depuis le début. Malgré la rupture du lien, les fantômes restent présents et encerclent désormais le mage noir pour permettre à Harry de gagner du temps. Harry court comme jamais, zigzagant entre les pierres tombales pour éviter les sortilèges, avec un seul objectif en tête, récupérer le corps de Cédric. À 3 mètres de sa cible, Harry n'a d'autre choix que de se jeter derrière une statue pour se protéger des sorts. Il parvient même à toucher un mange-mort avec un maléfice impedimenta, qui est un maléfice d'entrave. Et impedimenta, c'est un vrai mot en fait. Ça veut dire qui entrave une activité ou, dans un ancien français, un bagage encombrant emporté avec soi dans les déplacements. La petite côté étymologique. Ça veut dire quand même que Harry il connaît d'autres sorts que Expelliarmus. Je sais pas si c'est la première fois qu'on entend parler de ce sort ou où est-ce qu'il l'a appris, Impedimenta. C'est pas avec Lupin, non? Ouais, je l'ai vu dans le wiki. Parce que c'est sûr que ça sera utilisé ensuite pour l'armée de Dumbledore dans le tome suivant. Il s'agit d'un des sorts sélectionnés par Hermione pour la préparation de Harry à la 3e tâche du tournoi des 3 sorciers. Ah oui, elle l'a préparé. Mais encore une fois, ça veut dire que Harry connaît mieux la défense contre les forces du mal parce que Hermione l'a préparé pour le tournoi des 3 sorciers. C'est quand même bizarre, ce truc. En plus, c'est Hermione qui donne les cours, quoi. Oui, Hermione est la meilleure prof qu'il ait eue, en fait, en défense contre les forces du mal. Jusqu'à présent. Ouais. Moi, j'ai un truc parce que j'ai une question. Et en fait, j'anticipe un peu une question que pourraient nous poser des auditeurs. On a beaucoup parlé de cette histoire de porte au loin qui revient vers Poudlard. Moi, ma théorie, je crois que c'était la tienne aussi, Marina, c'est que je pense que de base, le porte au loin devait ramener devant le labyrinthe. Et en fait, du coup, Barty Croupton Jr., il a simplement rajouté une destination, celle du cimetière, avant. Ce qui fait qu'en fait, il y a une destination qui s'est rajoutée. C'est-à-dire que tu le touches une première fois, tu vas au cimetière, tu le touches une deuxième fois, tu vas à la destination d'origine qui était celle de Poudlard. Bon, ça peut fonctionner. Par contre, comment expliquer que le fantôme de James sache que le porte-au-loin va ramener Harry à Poudlard? Comment son père, sous forme de spectre, peut lui conseiller de faire ça? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie que ce porte-au-loin soit toujours fonctionnel et qu'il puisse ramener Harry à Poudlard. Comment il peut savoir ça? Est-ce qu'il n'y a pas une petite... Les mystères de l'au-delà? Est-ce qu'il n'y a pas un petit ta gueule c'est magique ici quand même? Voir un gros ta gueule c'est magique. Hein. Ouais. Parce que jamais Harry, il se dit... Enfin, en tout cas, ça lui vient jamais à l'esprit de il faut que je retouche le porte-au-loin et que je parte à Poudlard. À aucun moment, il se dit si je retouche le trophée, je vais retourner à Poudlard. Et je pense que c'est crédible parce que comment il pourrait savoir? Mais là, sous forme de spectre, son père lui dit il touche le porte-au-loin. Bizarre quand même. Peut-être, ouais. Peut-être comme ils disent, les fantômes, c'est une projection quelque part. Peut-être que c'est une projection du
du subconscient de Harry, peut-être. Comme, je sais pas, il avait le même lien de sang avec son père qui lui dit, ou alors les fantômes, ils ont une vision parabolique. Genre, ils regardent partout. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Est-ce que le fantôme de James, c'est plus que Harry? Et du coup, c'est un vrai fantôme? Ou est-ce que, comme tu dis, c'est un écho du subconscient de Harry qui, quelque part, lui donne cette idée de toucher le porte-loin en lui apprenant par la même occasion que cet objet est un porte-loin? Mais tu sais qu'il faudrait qu'on fasse un jingle. Ta gueule, c'est magique. C'est magique. Pour Ça, moi, du. peu importe, ça reste un peu brumeux. Après, Et pour moi, ça rentre dans les ta gueule, c'est magique quand Mais même. il vaut mieux. Oui, Heureusement que dans le monde, il y a des ta gueule, c'est magique. Ouais, mais Qu'on celui-là, il rêve m'embête un peu. Celui-là, il m'embête un peu, je t'avoue. Parce qu'on est quand même, il y a un moment, avant qu'il y ait le priori incantatum, c'est quand même Harry qui se dit, j'ai aucun échappatoire, je vais mourir. Mais son esprit fonctionne à 1000 à l'heure en mode comment je vais pouvoir m'en sortir. Et jamais il se dit, je vais retoucher le porte-loin. Ça lui traverse pas l'esprit. Donc, et puis même, pourquoi ça lui aurait traversé l'esprit? Parce que il peut pas savoir que le, Ah oui. tu vois, genre, c'est quand même, c'est ce qu'on appelle le Deus Ex Machina, quand même. C'est le truc venu de nulle part qui va sauver le héros. Nous, chez nous, on dit pas Deus Ex Machina. Chez nous, on dit ta gueule, c'est magique. Voilà. Alors qu'il saute vers le trophée, il réussit à attraper le poignet de Cédric. À cet instant, il entend Voldemort hurler à ses mange-morts de le laisser tuer Harry, car il est à lui. Harry sait que le corps de Cédric est trop lourd pour qu'il puisse l'emmener jusqu'au porte-loin. Alors qu'il commence à pointer sa baguette, il voit la bouche de Voldemort se retrousser dans un rictus. Mais Harry ne lui laisse pas le temps d'agir et lance un Accio vers le trophée. Dès que sa main le touche, il se sent emporté dans un tourbillon de couleurs, signe que le porte-loin a fonctionné. Cédric et lui allaient revenir au point de départ. Et c'est la fin de ce chapitre 34. On est habitué à la fin de ce tome 4 à des courts chapitres. Hein. Celui-là fait, je crois, 11 pages. Plus que 3 chapitres. Ouais, c'est vrai, plus que 3. Je crois qu'on a des chapitres un peu plus épais là sur la fin, parce que l'action, à partir de la 3e tâche, c'est des actions très découpées. La raison, je l'ignore, mais c'est vrai que du coup, ça nous fait des petits épisodes. Non mais tu te rends compte, on va être au 5e livre. Ouais, ça va être trop bien. Attends, il nous reste 3 chapitres déjà. Non mais c'est quand même fou. Ouais. Avant l'année prochaine, on aura commencé le tome 5, effectivement. Et surtout, je pense qu'on va signer bientôt, il faudrait qu'on fasse le calcul, mais on va bientôt signer notre 100e chapitre. Ce qui signera aussi la moitié de la saga. Et pour le 100e épisode, pour ceux qui ont les after-shows, je vais faire un show réel en imitant Lady Gaga. Vous avez aimé mon chant Lady Gaga nesque dans l'after-show, je vais le faire en réalité avec des plumes et tout. Oh my god. Montre qu'un plume. Pardon. Avec un Wingardium Leviosa, tu sais. Wingardium Leviosa. Les plumes qui se... Bonsoir, Paris. C'est vrai que, en plus, ce qui est sympa dans le nombre de chapitres d'Harry Potter, c'est qu'il y en a 200. Alors, précisément, il y en a 199. Mais du coup, 200. Donc, en fait, l'anniversaire du 100e chapitre, c'est déjà, c'est le 100e. Mais en plus, ça signe vraiment la moitié. C'est-à-dire qu'on a fait la moitié de la saga, quoi. Mais on aurait été plus prévoyant, le 100e, on l'aurait fait en public. Il y a peut-être encore le temps. Faut voir. Non, peut-être pas. Il reste combien d'épisodes avant le 100e? Je sais pas. En fait, je sais pas parce que je sais pas exactement. Je sais pas quel est le 100e chapitre exactement. Mais s'il y a quelques ça mois, vite, peut-être, mais un mois, non, on n'aura jamais le temps. Non, un mois, non, c'est sûr, parce qu'il nous reste déjà 3 chapitres. Je crois que le 100e chapitre, ça doit être au début de l'Ordre du Phénix, pas à la fin de la Coupe de Feu. Donc, voilà. Et c'est pas tout de suite, mais ça arrive quand même vite. Enfin, bref. Mais on y arrive quand même tranquillement. Il est l'heure, comme d'habitude, de choisir le personnage qui nous a le plus marqué dans le chapitre, que ça soit en bien ou en mal. Est-ce qu'il y a un personnage qu'on retient plus que les autres? C'est encore un peu difficile, je trouve, sur cette partie, parce qu'il y a que Harry Voldemort qui existe. Qui vous retiendriez, langue française, sur ce chapitre? C'est un peu difficile. À part Harry, je vois pas... Ouais, moi aussi, j'ai pris Harry. Hein. Parce que j'ai pris Voldemort. T'as pris Voldemort. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire qui est le plus marquant, en fait. Du coup, c'est vrai que dans des chapitres, on va croiser plein de personnages. C'est plus riche. Là, c'est un peu plus pauvre.
C'est le sens du sacrifice de Harry qui me marque parce que Après, le gars est quand même prêt à mourir, tu vois. On parle d'un ado de 14-15 ans. Il est prêt à mourir, il accepte la mort. il y a Cédric aussi. C'est émouvant qui demande à ce qu'on rapporte son corps et tout. Ouais, le spectre. Ça m'a toujours énormément touchée. Et ça, je sais pas pourquoi, c'est un des premiers souvenirs qui me marque toujours de ma première lecture. C'est où vraiment j'ai le souvenir dans ma première lecture d'avoir le cœur brisé de Cédric qui veut que son corps soit rapporté. Encore une fois, c'est bien adapté dans le film. Hein. C'est assez fidèle avec... Mon fils. Non, mais tu sais, le spectre de Cédric qui dit ramène mon corps auprès de mon père. Ah, il y a un truc très solennel. Ramène mon corps dans le monde des Moldus parce qu'il faut que je tourne Twilight. Je suis embauchée sur une autre saga. N'importe quoi. Et donc toi, Raphaël, Voldemort te marque plus? Ouais, Voldemort, parce que, comme disait Marina tout à l'heure, c'est la première fois qu'on voit qu'il a peur, en fait, qu'il contrôle pas du tout la situation, et que en fait, il pensait pas s'être fait maraver la tronche, parce que du coup, il pensait juste lancer son petit Avada-Kedavra en total. En plus, il est super lâche parce que il est entouré de tous les mange-morts. Pour tuer un gamin de 14 ans qui connaît pas tous les sortilèges. Ah, mais la loose, mais vraiment, c'est pour ça Voldemort, pour moi, c'est a loser. Lose 2.0. Parce que franchement, genre, il a tout préparé, il a toute l'armée autour de lui, il a son sort de près, mais en fait, rien ne se passe comme il souhaitait, quoi. Et ouais. Ouais. Et pour le renommage, moi, j'ai un titre pourri. Mais là, je viens de retrouver un autre. J'aime bien Loose 2.0. Donc, je dirais Harry Potter et la Coupe de Feu, chapitre 34, Loose 2.0. Comment perdre en 10 leçons, un truc comme ça. Ouais. Comment perdre en 7 tomes. Est-ce que t'en as un, toi? Est-ce que t'en as un, Raphaël, ou pas? Oui, moi, j'aurais mis retournement de situation pour Voldy. Moi, j'avais mis à la base à la vie, à la mort. Il y a un peu un truc comme ça. Mais c'est pas très bien, mais voilà, je préfère les autres. Ah ouais, tu me demandes pas le mien? Vas-y, tu viens de le dire. Bah non, c'était un truc sur le moment, mais j'en avais préparé un. Ah bah vas-y alors. Mais il est nul. Donc j'aurais dû un sauvetage d'outre-tombe. Ouais, en fait, ouais, premier degré comme moi, mais Mais, pourquoi t'as un problème avec la team premier degré? Non, par contre, en vrai, j'en avais pensé à un, je l'ai pas noté, mais ça aurait pu être un vrai titre pour le coup. Ça aurait été stylé et crédible. Ça s'appelle Le Chant du Phénix. Je trouve ce chapitre. Parce que c'est ça aussi peut-être le moment qui me marque le plus. C'est ce fil doré qui relie les deux baguettes et le chant de Fumsec qui réchauffe les cœurs à ce moment-là où tout semble désespéré. Comme les rondeurs qui réchauffent les cœurs. Quoi? Est-ce que t'as la ref, Raphaël? Oui. Une ref TikTok. C'est une chanson? Ouais. Mais non, c'est Amel Bent. La rondeur. C'est Amel Bent. Elle visait la lune. Non mais voilà, je trouve que ça m'aurait pas étonné que le chapitre s'appelle Le Chant du Phénix, par exemple. Ouais. On passe à la volière? Let's go. Et on commence avec un premier hibou sonore qui nous a été envoyé par Marine. Salut la fréquence, je vous envoie un petit vocal du Québec à Rimouski. Si vous voulez chercher, en fait, j'écoute votre podcast en auto, principalement, quand je me déplace pour mon travail. Et là, je suis au chapitre où Fred et George donnent la carte du maraudeur à Harry. Et je me demandais s'il y avait une explication de comment Fred et George ont découvert la phrase à dire pour faire apparaître les dessins sur le parchemin et le faire disparaître. Donc, c'est ça, je trouve ça un petit peu suspicieux qu'une phrase aussi complexe ait été trouvée aussi rapidement ou facilement de la part de Fred et George. Donc, si vous avez cette réponse à ma question, je serai preneuse. Merci beaucoup, puis continuez de faire ce que vous faites, c'est merveilleux. Bonne journée! Merci Marine pour ton hibou depuis le Québec, un hibou qui a beaucoup voyagé, qui a traversé l'Atlantique,
mais qui est bienvenue parmi nous. Euh, alors, c'est une question qu'on a déjà abordée, hein, il me semble, mais qu'on reçoit plein de fois. Pas plus tard que ce matin sur Spotify. Quelqu'un nous a posé exactement la même question. Comment Fred et George ont-ils découvert la formule pour révéler la carte du maraudeur? Alors, on n'a pas de réponse officielle. Là-dessus, on est soit sur le TGCM, soit on peut avoir des théories. Moi, j'en ai une, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, on voit que la carte du maraudeur peut être un moyen de communiquer avec les maraudeurs. Enfin, je veux dire, les maraudeurs, par exemple, quand ils se moquent de Rogue, ça s'écrit sur le parchemin comme le journal intime de Tom Jedusor. Donc, je pense qu'il y a eu un dialogue qui s'est d'abord enclenché entre Fred et George et les maraudeurs. Et les maraudeurs ont peut-être perçu en Fred et George des bons successeurs. C'est-à-dire qu'ils ont vite compris qu'ils étaient dans le même état d'esprit qu'eux. Et je pense qu'ils les ont guidés vers la formule à trouver. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que vos intentions sont bonnes? Non, elles sont mauvaises. Ah, donc ça peut te mettre sur la voie. Voilà, quelque chose comme ça. Ouais, je pense que ça s'est passé de cette manière-là. Je sais pas ce que. Ouais, je suis tout à fait d'accord, parce qu'elle a une sorte de conscience, la carte. Oui, elle parle. Tu peux communiquer avec. Ouais. Oui, c'est ça. Quand Rogue fait le révèle-toi et tout, il se fout bien de sa gueule. Et puis, ils disent professeur Rogue est un idiot. Enfin bon, et du coup, je pense que oui, ils ont dû faire la même chose. Fred et George, ils ont dû soit faire une formule magique pour révéler, soit écrire, comme tu disais, Jérémy. Et du coup, ça leur a été dit, en fait. Ouais. Parce que je pense que quand même, Fred et George, en plus, c'est du genre à creuser le truc, à chercher, à dire ah ouais, qu'est-ce que ce parchemin aura à nous révéler, quoi. Ouais. Est-ce que vos intentions sont mauvaises? Oui. Est-ce que vous le jurez solennellement? Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Pouf, le truc s'ouvre. Et à la fin, mais comment on fait pour la faire disparaître? Est-ce que vos méfaits sont accomplis? Oui. Alors dites-le, méfaits accomplis. Enfin voilà, il peut y avoir un truc comme ça. Je sais pas, en tout cas, c'est de mon headcanon. C'est le vôtre aussi. Ça peut être une explication. Ou alors, ta gueule, c'est magique, Marine! Voilà. Nous passons au hibou sonore de Samantha. Salut Jérémy, Marina. Un premier hibou pour vous remercier de nouveau pour les épisodes de la fréquence. Le dernier que j'ai écouté là sur la 3e tâche était vraiment, vraiment dingue. Et je connais le livre par cœur, mais j'ai vraiment eu les poils à la fin en écoutant Jérémy raconter ce qui allait se passer. Et c'est vraiment super. Donc ça promet pour la suite. J'ai hâte d'entendre les autres épisodes. Et un autre hibou pour vous poser une petite question. Alors moi, je suis plutôt... je fais partie des lecteurs qui pensent que J.K. a tout prévu lorsqu'elle a écrit le premier tome d'Harry Potter. Enfin, sans dire tout, mais en gros, les grandes lignes, je pense vraiment qu'elle avait prévu l'essentiel et que c'est pour ça qu'il y a autant d'indices qui traînent dans tous les livres. Donc je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais quand même, à la lecture du 1, il y a juste 2 petits détails qui me chiffonnent et qui me font dire que peut-être elle avait peut-être pas tout à fait bien en tête ses personnages, ou en tout cas le caractère de ses personnages. Dans le tome 1, il y a Ron qui dit, lorsqu'il est avec Harry dans le train pour aller à Poudlard, que sa mère n'a pas beaucoup le temps de cuisiner et qu'il ne doit pas manger sur tout ce qu'elle a préparé parce que c'est tout sec. Et sauf qu'en fait, on voit dans les épisodes d'après, enfin dans les livres d'après, que en fait la mère de Ron c'est une excellente cuisinière, enfin c'est même souvent dit. Et du coup, je trouve ça hyper étonnant que Ron déjà dise que sa mère n'a pas beaucoup le temps de cuisiner parce qu'ils sont 7 à la maison, alors que finalement elle cuisine toujours autant d'habitude, et puis ça fait partie de ses pratiques. Et a priori, bien cuisiner, c'était plutôt dû à leur capacité peut-être magique. En tout cas, dans ce domaine, comme par exemple les sorts ménagers, où on voit que Tonks c'est pas très doué, mais que sa mère était bonne. Donc du coup, je suis un peu dubitatif sur cette phrase-là. Je me demande pourquoi il dit que sa mère n'est pas une bonne cuisinière, et du coup pourquoi J.K. Rowling le mentionne à ce moment-là, alors que ce sera pas le cas après. Et deuxième point, en lien avec Ron cette fois, quand Ron, Harry et Hermione sont à la bibliothèque et découvrent que Hagrid s'intéresse aux dragons, il y a Ron qui cite tout d'un coup une loi. Il dit que l'élevage des dragons a été interdit par la Convention des sorciers de 1709 et que tout le monde sait ça. Alors je veux bien que tout le monde sache que les dragons sont interdits en tant qu'animaux de compagnie, ça me choque pas. Par contre, ce qui me choque, c'est que Ron soit capable de citer la date et qui a interdit l'élevage des dragons, alors qu'il est pas du tout scolaire. Enfin, il a du mal à se rappeler de quoi que ce soit que lui raconte Hermione, à part dans le dernier épisode, dans le dernier tome
dans le dernier tome de la saga. Donc je trouve ça plutôt étonnant. Je me demande si là, encore une fois, elle avait peut-être pas tout à fait encore sa personnalité bien ancrée en tête. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Bisous. Merci Samantha pour ton hibou sonore. Tu n'as pas respecté les 1 minute. Ouais, mais c'est La intéressant. vilaine. C'est vrai qu'on n'a jamais eu ces remarques-là, donc on l'a gardé quand même. Je vais répondre à la deuxième partie de ta question, parce que là, j'ai une hypothèse pour la deuxième partie de question. Je pense que Rohan connaît ce texte sur la convention, sur l'interdiction des dragons et tout, parce que son frère, Charlie, travaille en Roumanie avec les dragons. Et je pense que c'est quelque chose qu'il entend depuis très longtemps sur le dragon, sur l'élevage, etc. Donc, pour le coup, ça m'étonne pas. S'il en a discuté avec son frère à la maison, etc. Après, pour ce qui est de Madame Weasley, franchement, je sais pas vraiment. Je m'étais jamais fait la réflexion. Je m'étais jamais fait, Moi, je sais pas. Je pense qu'en fait, c'est juste qu'il râle, quoi. Ouais. C'est juste, ouais, ma mère, elle m'a mis du corned-beef. Ouais, parce que je m'en rappelle. Tout sec. Par exemple, ma mère, c'est une bonne cuisinière, mais je m'en souviens quand on faisait des pique-niques. Oh putain, si elle m'écoute, elle va me tuer après. Si quand on faisait des pique-niques avec l'école et tout, et ces sandwichs, ils étaient tout secs comme celle de la mère de Ron, quoi. Alors que c'est une bonne cuisinière, Jérémy peut en attester, mais ces sandwichs étaient secs, quoi. Donc, on peut être bonne cuisinière et faire des sandwichs secs. C'est peut-être le point faible de Madame Weasley, les sandwichs. C'est ça. Ouais. Oui, parce qu'en fait, elle les fait peut-être pas par magie aussi, parce que on sait que je crois que dans le 4e, elle fait une sauce somptueuse avec sa baguette, que ça apparaît, qui épluche les patates en volant, là. Et puis là, peut-être qu'elle se dit, allez, fuck, on fait les sandwichs pour le train des gosses. Puis peut-être débordée aussi par la rentrée, peut-être pas, en même peut-être temps, pas le temps avec en même tous temps, ses enfants. Elle doit faire 3 sandwichs, ça va. Mais 4 après, avec Ginny. Après, oui, 3. Oui. Ginny, elle rentre avec elle. Ah, c'est vrai. Après, elle a tous ses ans, je sais pas. Après, je suis le premier à dire que J.K. Rowling a brillamment anticipé son récit, mais je pense qu'effectivement, dans le 1, il y a quand même des éléments qui montrent que l'histoire était encore en cours de fabrication, l'univers était encore en train d'être ficelé. Et il y a un autre passage qui me le fait dire, c'est connu. C'est d'ailleurs avec Madame Weasley aussi. Quand ils arrivent à la gare de King's Cross, elle demande le numéro de la voie pour aller à Poudlard. Et c'est vrai que souvent les gens ils se font la réflexion en relisant le livre, mais ça a toujours été la voie 9 3/4. Elle y va chaque année. Elle a eu plein d'enfants. Elle-même en tant qu'élève, elle y est allée chaque année que c'était la voie 9 3/4, alors que c'est juste pour que Harry entende le truc 9 3/4. Donc il y a des facilités narratives des fois où on fait un peu fi de la cohérence pour que ça fonctionne dans la scène, là en l'occurrence, pour que Harry comprenne « Ah, c'est une famille de sorciers ». On fait dire ça à Madame Weasley alors que ça n'a aucun sens qu'elle dise ça. C'est des erreurs qui ensuite on ne retrouve pas, ou alors vraiment très peu. Parce que je pense effectivement que quand elle écrivait le 1, l'ensemble de l'univers n'était pas encore tout à fait mis en place. Après, je suis sûre que chaque saga a ses imperfections et ses incohérences. C'est humain, hein. On ne peut pas tout prévoir. Ouais. Quand on écrit un livre, surtout... On essaie d'avoir la trame et puis la trame générale, et en fait c'est vrai que quand on se relit on arrive à dire putain, ça n'a aucune cohérence quand on efface, on réécrit et tout. Je dis ça parce que je fais un atelier d'écriture, du coup on doit écrire des récits, des petites histoires, quoi. Et en fait parfois on a les questions des gens, mais en fait ça c'est pas du tout cohérent et tout, en fait tu l'as écrit et t'as pas forcément préparé, mais je pense qu'après elle a eu du temps vu qu'elle avait 6 tomes derrière, donc elle a peut-être plus étoffé après, quoi, peut-être, ouais. On avait déjà cité l'exemple du déliminateur qui apparaît dès le début du 1, mais qui s'appelle l'été noir, et c'est pas un problème de traduction dans le texte, le nom change aussi parce que dans la version anglaise, dans le premier chapitre, c'est Dumbledore tend un put-outer, et ensuite ça devient un déliminator dans les reliques de la mort. Donc, par exemple, sur un objet, elle va changer le nom aussi, peut-être parce qu'elle s'est rendue compte que put-outer, ça lui allait pas. Enfin, voilà, il y a eu des rectifications, on le sait, et je pense que ça touche le 1. Mais après, il y a aussi des contre-exemples d'anticipation formidables dès le 1. C'est par exemple la présence de Sirius Black,
C'est-à-dire que le nom de Sirius Black est cité alors qu'il ne revient que 2 tomes plus tard et que ça devient un personnage crucial de la saga. Tout ça est évidemment anticipé, même si Marina n'est pas forcément d'accord. Mais voilà, donc il y a à la fois des preuves d'anticipation, mais aussi il y a des marques que c'est le premier tome et que tout n'est pas bien ficelé derrière et que c'est normal, quoi. Nous passons au 3e hibou sonore. Il nous a été envoyé par Oriane. Bonjour Jérémy et Marina, j'espère que vous allez bien et que l'invité aussi. J'ai fini d'écouter le chapitre, enfin le podcast sur le chapitre les os, la chair et le sang. Et il y a un détail que moi je remarque à chaque fois que je lis le livre et que vous n'avez pas relevé. Donc je me dis peut-être que je suis la seule à l'avoir vu, c'est qu'en fait quand Harry arrive dans le cimetière, il précise qu'il y a un arbre et qu'en plus cet arbre c'est un if. Et il se trouve que la baguette de Voldemort est aussi en bois d'if. Et du coup, je me suis dit que ça doit pas être un hasard. Et j'ai pas trouvé d'explication. Je suis même pas sûre d'avoir trouvé des explications sur le sens, enfin si l'arbre if symbolise quelque chose en particulier. Donc voilà, je sais pas. Je me posais la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà fait cette remarque-là? Et est-ce que vous avez une idée de la réponse? Voilà. Et après aussi, je voulais aussi ajouter, vous avez posé la question de pourquoi Voldemort décide de prendre les os de son père et pas de sa mère. Et je me suis aussi posé la question de est-ce que ça n'a pas un lien avec les noms. On sait que il y a toute une magie derrière les noms, les prénoms des gens. Et il se trouve que son père a le même nom et le même prénom que lui. Donc est-ce qu'il y aurait pas un lien aussi avec ça? Voilà, je vous souhaite une bonne journée et encore merci pour votre podcast. C'est un plaisir de rire avec vous. Merci Oriane. Alors pour ta deuxième question, est-ce que, encore une fois, sur ce débat de pourquoi les ossements du père, est-ce que c'est lié au nom? Je pense pas vraiment en vérité parce que c'est un nom dont il a honte en fait. C'est-à-dire qu'il veut plus qu'on l'appelle Tom Jedusor. Donc je sais pas s'il y a vraiment une magie noire qui serait connectée au nom Jedusor. Je le pense pas personnellement. Je pense que les motivations sont autres et notamment celles qu'on a évoquées sur cet épisode. Le fait de souiller le corps du père après l'avoir tué, puis peut-être aussi parce que c'est son père et que du coup vaincre le père, tuer le père, il l'a fait une fois, il va le refaire une deuxième fois pour être plus droit et fier comme il dit. Donc je pense qu'on est plus dans cet ordre-là, mais je pense pas que ce soit lié au nom. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Par contre, la première partie de ton hibou est assez intéressante. C'est vrai que on n'évoque pas tous les détails quand on fait le résumé. Donc par exemple le fait qu'il y ait un if, alors il y en a peut-être plusieurs, mais il y en a au moins un dans le cimetière. C'est peut-être un truc qu'on n'a pas relevé parce qu'encore une fois, on peut pas tout garder. Mais c'est intéressant parce que je me suis j'ai Google en fait, if. et effectivement, c'est un arbre qu'on appelle souvent l'arbre de la mort parce qu'on le retrouve en bordure de cimetière. Donc là, pour le coup, on est raccord. L'if, c'est devenu le symbole chrétien de la résurrection parce qu'il est résistant et sa sève et ses baies rouges rappellent le sang du Christ. Voilà, donc on a quand même toute une symbolique autour de l'if. Et on n'en a pas parlé pendant l'after show des baguettes? Peut-être sur le bois, ouais, effectivement, on avait dû parler déjà de ces symboles-là. Voilà, et c'est a priori la personnification aussi en arbre de la célèbre maxime Memento Mori. N'oublie pas que tu vas mourir. Voilà, il y a toute une symbolique derrière, et on pourrait même se dire. Parce que comme il y a un if dans le cimetière et qu'on sait que la baguette de Harry est en bois d'if, est-ce que c'est pas le bois de la baguette de Harry? On peut aller très loin. Alors, je sais plus si la baguette de Voldemort est en bois d'if aussi. Je sais pas s'ils sont connectés. C'est parce qu'elle dit, Oriane, que justement la baguette de Voldemort, elle est en bois d'if. Et c'est pour ça que ça me faisait penser à l'after show sur les baguettes. On va vérifier ça tout de suite. Ouais, c'est en bois d'if aussi. Donc en fait, ils ont le cœur de la baguette et pas seulement le seul point commun, c'est qu'ils ont tous les deux effectivement une baguette en bois d'if. Donc on pourrait imaginer que c'est cet if-là dans le cimetière des Jedusor. Pourquoi pas? La connexion serait encore plus dingue. Mais bon, ça c'est là on est sur de la théorie parce que c'est pas dit noir sur blanc dans le texte. Et nous passons au dernier hibou sonore, celui de Stéphanie. Bonjour Jérémy et Marina. Moi, c'est Stéphanie. Ça fait à peu près 6 mois que je vous écoute. Donc, je rattrape au fur et à mesure les épisodes. C'est vraiment un grand plaisir de redécouvrir les livres avec vos analyses et celles de vos invités. Alors, j'avais une question. Hermione, elle est née 1 an avant Ron et Harry, et pourtant, elle est dans leur promotion.
Et du coup, je comprends pas pourquoi. Que à la limite, elle ait 1 an d'avance, vu comment elle est intelligente, pourquoi pas. Mais là, 1 an de retard, je comprends pas. Donc j'espère que vous pourrez répondre à ma question et je vous souhaite une très belle continuation. Merci Stéphanie pour ton hibou. Alors c'est un peu que le Micmac, pareil, des enfants nés en fin d'année, etc. Pour l'année scolaire. En fait, à Poudlard, la date limite pour entrer en première année, c'est le 1er septembre. Donc si un élève a 11 ans au plus tard le 31 août de l'année de la rentrée, il peut intégrer la première année cette même année scolaire. Et Hermione, elle a eu 11 ans le 19 septembre 90. C'est pour ça qu'elle a pu rejoindre l'année de Harry et Ron. Je sais pas si c'est clair ou pas, mon explication. En fait, il faut avoir 11 ans le 1er septembre. Le 1er septembre. Et elle est née fin septembre. Donc, effectivement, ça lui fait quasiment 1 an de plus que Harry, par exemple. Ouais. Parce que moi, étant née en février, par exemple, c'est pas du tout glorieux, hein, mais je sais qu'en maternelle, j'ai fait une 4e année parce que j'étais née en début d'année. Donc, du coup, ça décalait forcément au niveau des âges requis. Ouais. Pour rentrer. Attends, moi aussi, je suis née en début d'année, mais du coup, est-ce que ça a une incidence? Parce que non, ça. Parce qu'en France, c'est l'âge qu'on a au 1er janvier, c'est ça? Mais c'est surtout pour ceux qui sont de fin d'année aussi, je crois. Oui, bah là, compliqué. c'est. Ouais, bah en fait, ouais. Ah, je sais pas. Mais je sais plus, je sais que aussi dans notre système scolaire, il y a un truc comme ça selon ta date de naissance, où soit t'es en avance, soit t'es en retard par rapport aux âges de tes camarades. Parce que moi, je suis né en janvier, mais du coup, je suis de 91 et mes petits camarades, on était plus ou moins tous en 91, tu vois. Donc, je pense pas le fait d'être né en début d'année, ça m'a perturbé plus que ça. Par contre, c'est peut-être les gens qui sont nés en fin d'année, c'est un peu plus bizarre pour eux, peut-être. Ouais, quand t'es né le 25 décembre 91. Ouais. Est-ce que t'es pas dans... Ouais, attends, je sais plus. Je sais pas comment le système français fonctionne. En tout cas, le système à Poudlard, et d'ailleurs, c'est le système britannique. C'est-à-dire que toutes les écoles britanniques utilisent ça, je crois. C'est vraiment l'âge que t'as au 1er septembre. Comme ça, c'est clair. D'accord. Ah oui, ok. En fait, J.K. Rowling n'a pas inventé une règle comme ça pour Poudlard. C'est le système d'éducation britannique. Eh bien, cette volière est terminée. Pour candidater, on attend vos hiboux sonores d'1 minute environ, soit en message privé sur nos réseaux, soit par email. Tout à retrouver en description de l'épisode. Si ça fait 2-3 mois qu'au moment de la sortie que vous nous avez contacté, on vous invite à réessayer avec une autre question. On peut pas tout diffuser malheureusement, donc on essaie de diversifier au maximum. Et en nous recontactant, vous améliorez votre chance d'être diffusé, évidemment. Et n'hésitez pas à checker les lives Twitch et les rediffs sur YouTube. On diffuse parfois quelques hiboux sonores en direct depuis là-bas. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont découverts récemment, peut-être même sur cet épisode, on sait jamais. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles en fonction de votre appli d'écoute, voire un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. On lit tout ce qu'on reçoit, notamment sur Spotify, où vous pouvez commenter chaque épisode. Autrement, suivez-nous sur les réseaux, on a diffusé notre premier vlog, par exemple sur YouTube. Notre Discord est pas mal aussi pour discuter avec d'autres auditeurs et auditrices et patienter entre les sorties. Bref, il existe plusieurs moyens de garder contact entre chaque sortie, donc profitez-en si vous voulez suivre l'aventure avec nous. Vous pouvez également soutenir notre projet sur Patreon. Pour 4 galions par mois, vous avez accès aux épisodes avant leur sortie et vous débloquez le contenu bonus des after-shows. C'est plus de 20 heures de contenu à retrouver maintenant, et que vous pouvez écouter depuis votre appli d'écoute ou depuis celle de Patreon, qui est plutôt bien fichue aussi. Et puis, c'est un moyen de soutenir la création indépendante, tout simplement, notre travail avec Marina. Donc, un grand merci à toutes celles et ceux qui continuent ou qui s'apprêtent à rejoindre notre communauté sur Patreon. Vous êtes les boss. Merci à vous. Et en parlant d'after show, on va poursuivre notre discussion ici, encore avec Raphaël. Après avoir vu les spectres du Priori Incantatum, on va se poser la question des morts dans la saga d'Harry Potter. Est-ce qu'ils sont vraiment parmi nous ou pas? Et en plus, c'est 2 saisons. Bon, je sais pas à quelle époque vous allez écouter cet épisode, mais nous, en tout cas, on enregistre le 27 octobre, donc c'est plutôt de saison. En pleine période d'Halloween. C'est ça. Bon alors, Raphaël, t'es prête à rester encore un peu avec nous? C'est bon, Oui. T'en as pas marre de nous? Ça s'est bien passé? Non, je voulais pas vous le dire, mais. Non, vraiment un plaisir. En plus, j'aime bien creuser les sujets et tout, tous les livres Harry Potter. Ouais. Eh ben, t'es au bon endroit. On est des fous du bus pour ça.
Si comme Raphaël, vous aussi, vous souhaitez être notre invité sur un prochain épisode, on vous invite à candidater sur notre serveur Discord. Le lien d'invitation est en description. Là aussi, si vous n'y êtes pas encore inscrit, il y a un peu d'attente généralement, donc n'hésitez pas à prendre un peu d'avance. D'ailleurs, si ça fait quelques mois que vous avez candidaté, une petite relance, ça peut aider. Du genre, coucou, j'ai trop envie de participer, par pitié, contactez-moi. Et n'oubliez pas non plus d'activer vos notifications sur la messagerie, sait-on jamais. On n'oublie pas de se quitter en citant nos irréductibles tipeurs du moment. Car oui, notre page Tipeee est bel et bien toujours ouverte. Merci à Corsetilou, Marinette, Lucie, V-Spirit et B-Spike, Pokipims, Nicelia, Erol, Sophie, Mugiwara, Kimi Duck, Aurélien, James, Pamela et Chloé. Pour la suite de notre relecture, on se donne rendez-vous pour le chapitre 35 de la Coupe de Feu et qui s'intitule Veritaserum. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. À bientôt.